Donc le sujet qu'on va essayer d'aborder pendant ces 45 prochaines minutes, c'est l'IA à l'épreuve du SI. Comment piloter une technologie devenue omniprésente? Donc pour échanger sur ce sujet avec moi, donc moi je me présente, je m'appelle Thierry Derouet, je suis observateur, journaliste et je parle en ce moment à l'oreille des DSI. Généralement c'est un peu un confessionnal, ce que donc on vient se confier auprès de moi régulièrement. Et il y a même quelques spécimens dans la salle qui peuvent en témoigner. Et donc je suis pour échanger sur ce sujet avec Christelle Boileux. Bonjour Christelle. Bonjour Thierry. Alors vous êtes la responsable think tank IA, ça fait vachement bien think tank. On dit même do-tank maintenant, il paraît. Un do-tank. Waouh. Pour le CIP. Et le CIP, qui est le Club Informatique Provence, donc qui rassemble les décideurs et les prestataires IT de la région Provence-Méditerranée. Ouais, et j'ai eu l'occasion effectivement de partager même des dîners avec pas mal de personnes du CIP. Arnaud Philippe, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, on ne s'était pas vu. C'est pour ça que je me dis, mais oui, lequel des deux est Arnaud? Ben oui. Il est là. Ouais. Vous êtes le directeur du département qualité et sécurité, mais également DPO, il en faut, de médiamétrie. Alors, en un mot, on va peut-être dire ce que c'est que de médiamétrie. Alors, les journalistes, certains dans la salle, savent très bien, puisque vous êtes là pour mesurer les audiences, mais plus largement. Vous avez tout dit alors. Oui, mais les audiences de quoi? S'il faut le dire en un mot, Médiamétrie est la société d'études de marché qui en France produit les mesures d'audience de la radio, de la télévision, d'Internet et bien évidemment de la presse digitale en partenariat avec la CPM. Voilà. Et Julien Villecroze, bonjour. Bonjour Thierry. Alors vous êtes DSI? DSI dans le secteur de l'assurance et la finance depuis plus de 20 ans et également vice-président du CIP. Voilà, donc fortement, on voit qu'on est teinté par la région, c'est bien. C'est pas que des Parisiens qui parlent à des Parisiens, ça change. Regardez, je leur ai fait un fil conducteur avec des règles du jeu. Parce que c'est vrai que le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est pendant 2 ans, on a beaucoup parlé de l'IA comme d'un assistant pour rédiger, résumer, coder, traduire, répondre à des questions. Mais l'IA a changé de place. Elle arrive désormais dans les suites bureautiques, les ERP, les CRM, les outils de développement, les plateformes data, les applications métiers. Je vais m'arrêter là. Elle n'est plus seulement un projet qu'on expérimente, elle devient une couche transversale du système d'information. À partir de là, la question change. Il ne s'agit plus seulement de savoir si l'IA fonctionne, mais de savoir comment on la pilote, avec quelles données, quels droits, quel contrôle, quelles responsabilités, quels coûts et surtout quelles valeurs. Nous allons donc essayer d'être très concrets, où en sont les entreprises, en tout cas celles que vous représentez, qui doit gouverner l'IA, comment éviter le désordre et comment mesurer ce qu'elle apporte réellement. Voilà, comme le format est court, je vais essayer d'être assez strict sur le temps des questions, mais déjà on va essayer de poser un petit diagnostic et poser l'état des lieux avec une petite question. Alors, je vais commencer par poser des questions interactives sur la salle. Voilà, parce que et après je reviendrai vers vous. Aujourd'hui, l'IA dans l'entreprise, c'est plutôt pour vous. Alors, enthousiasme, prudence, passage à l'échelle ou désordre à organiser. Alors, qui pour vous dirait enthousiasme? Il y en a. Voilà. Prudence. Passage à l'échelle. Il n'y a pas beaucoup d'échelles ici. Et puis, j'allais dire désordre à organiser. Voilà, c'est peut-être un petit désordre amoureux. Alors, donc je vais commencer par me tourner vers Christelle. Alors, c'est quoi la réponse pour vous? Donc, enthousiasme, prudence, passage à l'échelle ou désordre à organiser? Alors, clairement, pour moi, c'est le bordel. Ça part dans tous les sens. Ça va hyper vite. On est en perma-changement, perma-crise, perma ce que vous voulez, mais en ce moment, il y a beaucoup d'initiatives. Les métiers, ils s'y mettent de partout. Et aujourd'hui, si on n'organise pas tout cela, on reste vraiment dans un joyeux bordel et ça ne peut pas continuer sans organisation. Donc vraiment, il faut bouger. Bon, Arnaud. Alors, je vais dire une prudence enthousiaste.
parce que je crois qu'on voit bien les perspectives que l'outil peut apporter, et en même temps, quand on manipule des données en grande masse et en plus de la donnée personnelle, on a cette nécessité de prudence et d'anticipation des problématiques qui peuvent se poser. Donc enthousiasme parce que les perspectives sont plutôt plaisante, prudence parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec cet outil-là. On ne peut pas ou on ne veut pas. Julien D'un point de vue DSI, je dirais qu'il faut s'organiser. Pareil, il y en a de partout, ça arrive de partout, on ne peut pas forcément tout maîtriser, donc il faut s'organiser absolument. Et cette situation, pour vous, elle vient des métiers, de l'IT, de la data, du COMEX ou des outils eux-mêmes ? Le fait que ça vienne de partout, je pense que déjà, on l'a vu au travers des usages, et on aura l'occasion d'en parler. L'IA, maintenant, c'est un outil diffus, en fait, qu'on retrouve partout. Il est arrivé par le quotidien, il arrive par nos applications métiers, il arrive parfois avant même que la DSI soit au courant de son existence, parce que des utilisateurs avertis ou des métiers l'ont vu, entendu, testé. Donc je dirais que ça peut arriver de partout, et ça n'arrive pas forcément d'un COMEX ou d'un comité de direction qui aurait eu vent d'une technologie qui permettrait d'améliorer les bénéfices de l'entreprise. Non, ça peut arriver de partout, et ça arrive souvent même par la base des utilisateurs. Et Christelle, de vos points d'observation ? Les métiers, souvent mettent le bordel avant tout. C'est souvent qui commence. Et après, ça va dépendre de la taille des entreprises aussi. Suivant la taille, le bordel à réorganiser est plus ou moins fort parce qu'il est plus compliqué si on est une grosse entreprise d'après de restructurer. Mais clairement, les métiers nous mettent un joyeux bordel. Ouais, Arnaud, vous avez compris. Les métiers foutent le bordel. Alors, ce premier point de vue montre que l'IA n'arrive pas dans l'entreprise comme un grand programme parfaitement ordonné. Elle est déjà effectivement dans les usages, les outils, parfois dans les métiers, c'est sûr. Mais la vraie question, c'est de passer à l'industrialisation aujourd'hui, puisque on n'en est plus à l'expérimentation. Alors justement, je reviens un peu vers vous, Christelle. Les entreprises sont-elles encore dans ces POC ? Est-ce qu'il y en a encore ? Voilà. Ou dans la recherche d'un modèle de gouvernance, vous voyez, le truc un peu vraiment, franchement rationnel. Et entre le bordel et puis le fait de passer d'un POC à la gouvernance, qu'est-ce que vous observez ? Parce que je sais que vous travaillez quand même sur plusieurs cas. Oui, en effet, chez les clients, on observe plusieurs situations. Ça va dépendre de la maturité des clients. Mais clairement, on n'est pas, on va pas réussir si on multiplie les POC. La clé n'est pas là. On va avoir plusieurs situations, et on observe avec des stats que l'on a benchmarké auprès de plusieurs clients qu'il y a à peu près 2/3 des entreprises qui n'ont pas encore fait le passage à l'échelle. Donc c'est quand même beaucoup. Et quand on parle de POC, on est environ aux alentours de 80% qui s'arrêtent. Donc c'est encore peu qui permettent d'enclencher. Ça veut dire qu'il y a besoin derrière d'arbitrer, et il y a besoin d'avoir une gouvernance maîtrisée pour derrière bien enclencher la dynamique. Alors Julien, pour une DSI, qu'est-ce qui change quand l'IA arrive dans tous les outils du quotidien ? Parce que on a observé là sur ces dernières semaines un énorme point de bascule. Chaque éditeur de logiciels est devenu une plateforme d'agentification. Salesforce, Microsoft, Adobe, je pourrais tous les citer, il n'y en a pas un qui manque, et si on peut faire le tour là, des exposants, on va voir qu'ils se définissent tous comme ça. Donc qu'est-ce que ça change ? Ça change la perception qu'on doit avoir, nous DSI, de l'IA, puisque finalement, en gros, ça devient une capacité transverse du SI. Comme la data, comme la sécurité, il y a de l'IA. Il y en a, je dirais, faiblement dosé dans certaines applications, plus fortement dans d'autres. On va avoir l'agent, on va avoir des outils comme Salesforce qui vont par exemple embarquer de l'IA directement dedans, sans pour autant en avoir la maîtrise. Donc ce que ça change, c'est qu'il faut absolument reprendre la main comme on l'a fait avec la sécurité, comme on a commencé à le faire avec la data, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément mûr en data non plus. Et donc ça change les perspectives. C'est pas un projet. Il n'y a pas un projet IA. C'est devenu une composante du système d'information.
Et quand vous parlez de Salesforce, il faudrait déjà qu'ils contrôlent ce qu'ils font, à savoir maîtriser les modèles, puisque vous venez avec votre modèle, est-ce que c'est le plus pertinent? Et surtout, ils sont infichus de vous dire combien ça va vous coûter. Alors, petite question pour Arnaud. Quand une technologie s'industrialise aussi vite, qu'est-ce qu'il faut poser très tôt côté sécurité, qualité et protection des données? Je crois que même dans une technologie où on est encore un peu dans le flou, où c'est un peu le bazar, je pense qu'il est important de poser des règles. Il y a poser des règles et la contrepartie, c'est l'agilité. C'est-à-dire que on le voit bien, l'environnement autour de l'IA évolue constamment. On en a parlé ce matin. Je pense que les discours qui ont été portés étaient assez clairs sur le sujet. Donc, il faut poser des règles parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas mettre en danger notre système d'information. Et en même temps, il faut garder cette agilité. C'est compliqué à faire, mais je pense que sans les deux, on n'arrive pas à faire une implantation correcte de cet outil-là. Alors, la petite question, est-ce qu'il faut encadrer les usages avant même d'avoir stabilisé tous les cas d'usage? C'est une excellente question. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il faille anticiper tous les cas d'usage parce que on voit bien qu'il y a des cas d'usage qui nous échappent. On l'a vu, on l'a dit. L'IA est aussi entrée dans l'entreprise par l'appropriation que chacun des collaborateurs en a fait dans son usage personnel. Et donc cette combinaison-là fait qu'on ne peut pas anticiper l'ensemble des cas d'usage. En revanche, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec l'agilité, c'est qu'il faut être en mesure de s'approprier à un moment donné certains cas d'usage qui peuvent avoir une utilité, une pertinence au regard du métier de l'entreprise. Donc ça demande vraiment un jeu d'équilibre qui n'est pas facile, mais dont on ne peut pas se passer, je crois. Julien, quand on doit poser des garde-fous, qu'est-ce qu'on fait dans votre cas? Et hop, c'était ce matin, je sais pas... Un petit garde-fou comme ça pour le petit déjeuner. Alors je pense que d'un point de vue DSI encore, au final il faut faire un focus, je pense, sur la data. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'exploite l'IA? C'est de la donnée. Donc du coup, d'une part, déjà, ce qu'il faut regarder, c'est cette donnée-là, est-ce qu'elle est critique pour l'entreprise? Est-ce qu'elle est sensible? Est-ce qu'elle peut être utilisée un peu n'importe où? Parce que du coup, ça va driver plein de choses en fait. Derrière, une fois qu'on a commencé à maîtriser ça, ou qu'en tout cas on a commencé à le sécuriser, on va savoir où la stocker, comment l'exploiter. Est-ce que ça doit être du cloud souverain? Est-ce que je dois être jusqu'au Secnum Cloud comme ça a été évoqué dans la conférence? Est-ce que je peux le mettre sur un cloud privé, un cloud public? Et derrière, du coup, en découle une architecture. Et je pense qu'aujourd'hui, la logique doit être celle-ci. C'est cette IA-là va accéder à quelles données? Et à ce moment-là, c'est à partir de là qu'on prend une décision. Parce que quand on a confié la donnée à l'IA, comme on l'a vu sur certaines news récemment, on ne sait pas vraiment où ça part, même quand le modèle est débranché. Un petit clin d'œil à Open Cloud d'ailleurs. Ouais, donc ça touche les données et donc les droits, les processus. Et un sujet, c'est celui des responsabilités. Alors c'est là que le sujet devient un peu plus sensible. Alors Arnaud, quand l'IA manipule de la donnée métier, qu'est-ce qui devient le plus critique? Ce qui devient le plus critique, je crois, c'est la question de l'intégrité du système. Si on plug un système, s'il y a un système qui utilise de l'IA, l'intégrité de ce système est absolument primordiale pour garantir une utilisation sereine de l'outil. Je pense que l'intégrité, au-delà de la disponibilité de celui-ci, au-delà de la traçabilité des infos qui y circulent, l'intégrité de ce système-là est centrale pour développer quelque part un IA de confiance au sein de l'entreprise et faire en sorte que l'appropriation se fasse de la façon la plus sereine possible. Oui, mais au fond, est-ce qu'on parle de sécurité, de conformité, de qualité de la donnée, de responsabilité humaine? Parce que j'ai l'impression que c'est tous ces sujets-là qui se juxtaposent dans ce que vous venez d'évoquer. C'est tous ces sujets-là qui se juxtaposent. On peut faire une dissertation, je pense, de 3 heures là-dessus, sur chacune de ces thématiques. Mais c'est bien de la responsabilité de la direction de l'entreprise que de créer un environnement qui va permettre une appropriation de l'IA qui soit sécurisée et spécifiquement qui permette de garantir que le système qu'on est en train de mettre en place est totalement intègre et donc protège correctement les données qui vont circuler dans ce système. Donc du coup l'IA ça devient aussi un sujet RH et managérial.
Absolument. Christelle, et c'est question pour un champion, vous avez vu ça, hein. L'IA révèle-t-elle des faiblesses anciennes des organisations ? Alors clairement, j'aime bien faire l'analogie avec un miroir qui grossit. Vous imaginez, pour vous maquiller, les quelques femmes qui sont dans la salle. Là, en fait, ce fameux sujet de l'IA, en fait, va permettre de mettre en exergue ce qui ne se voyait pas, mais qui existait déjà. Vous allez avoir des sujets assez radicaux comme des compétences qui ne sont plus suffisantes. Vous allez avoir des problèmes de circuits de décision qui sont un peu défectueux, une gouvernance qui n'est pas forcément performante, des processus inefficaces. Bref, ça vous donne un stress test, je dirais aussi, de l'organisation et ça met vraiment en évidence en fait toutes les failles du modèle opérationnel qu'il faut retravailler. Donc l'IA oblige à regarder le travail réel, c'est ça ? Il oblige à prendre conscience en fait et à ne plus oublier ce qu'il a dans le miroir en face de lui, mais qu'il ne veut pas traiter. En fait, là, il a vraiment en fait la vision de toutes les actions qu'il est nécessaire d'enclencher. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avant de déléguer une tâche à une IA ? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, il faut connaître bien ces process et savoir s'ils sont derrière en fait agentifiables ou en fait en tous les cas automatisables, parce que tout ne l'est pas. On imagine qu'on peut tout faire avec l'IA et plusieurs fois en fait on a vu des métiers qui essayent de le faire partout mais qui n'y arrivent pas. En fait, il y a vraiment besoin de prendre conscience de ce qu'il est possible d'agentifier, d'automatiser. D'accord. Et selon vous, les entreprises surestiment-elles la clarté de leur propre processus ? Mais complètement. Ouais. Complètement. Elles imaginent qu'elles peuvent tout faire avec l'IA, grâce à l'IA, et ne plus se soucier de tous leurs vrais problèmes. Mais il y en a bien de nombreux qui sont, pour le coup, non traitables par l'IA. Alors du coup, Julien, qu'est-ce qu'on doit verrouiller côté DSI quand l'IA entre dans les processus ? Fermer la porte, les fenêtres la chatière, parce que ça peut... c'est comme je le disais, je pense que c'est encore une fois, c'est la data qui est au centre. C'est la data qui est au centre, les usages. On est censé avoir une bonne vision déjà de l'architecture de son système d'information. Et je pense que dans chaque DSI, j'encourage tout DSI qui ne l'a pas fait, c'est de revoir son... Alors, ça dépend de la taille de la DSI, bien sûr, hein, soit l'urbanisation de son système d'information, soit son architecture de ce système, pour être conscient également de ce que peut déclencher l'entrée d'une IA dans ce système, qui va avoir accès aux API, qui va avoir accès aux entrepôts de données directement, 24 heures sur 24, sans forcément une supervision humaine. Donc du coup, ça veut dire être aussi lucide sur ses capacités à maîtriser les accès applicatifs qu'on peut avoir. Parce que là, on parlait d'humain, mais quand c'est automatisé, voilà, on le sait tous, on donne des droits à des applications dans le système d'information. Là, une IA, voilà, ce qu'elle peut faire avec ses droits peuvent dépasser ce qu'on avait prévu. Ouais, les IA imitent les comportements humains, hein, selon certains dires, à savoir qu'il y a des IA qui s'autoprotègent les unes les autres et d'autres qui se font exfiltrer. Alors c'est très humain tout ça. Hein. Alors est-ce que du coup votre boulot, ça devient un boulot moins technique et plus dans l'orchestration ? Le terme, c'est exactement ça. Il a été repris d'ailleurs, il est repris à plein d'endroits. Hein. Effectivement, c'est une logique d'orchestration. Alors, l'orchestration, ça veut aussi dire être capable, parce qu'à un moment donné, on va être très pragmatique. Hein. Il faut bien quelqu'un qui arbitre, il faut bien prendre une décision. Généralement, on va se tourner vers le décideur IT et on va lui dire, bon, qu'est-ce que tu décides ? On fait quoi ? Donc, du coup, il faut être l'arbitre un petit peu de tout ça. Et du coup, c'est vraiment à la croisée des chemins. Ça rejoint plein de discussions qu'il y a eu dans je dirais, plein de groupes, plein d'événements où effectivement la place du DSI est remise en lumière. Il faut que le DSI aille un peu plus vers les métiers, un peu plus vers le COMEX, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il accompagne, peut-être qu'il vulgarise, pas trop quand même, parce qu'il faut quand même comprendre que c'est compliqué, mais en même temps qu'il arrive à un moment donné dire, bon, dans telle situation, on est trop fragile pour mettre de l'IA, ça nous met en risque, ou dans cette situation-là, oui, c'est opportun, et on peut le faire avec tel moyen, et en accélérant ainsi. Par contre, voilà, c'est un autre rôle. Et ensuite, quand il y a toutes ces IA qui sont là au milieu, je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à les cartographier, savoir à quoi elles ont accès, savoir si on n'a pas des doublons, parce que bon, on le sait, si on a ChatGPT, Claude et Gemini sur le poste, et qu'on les paye tous, à un moment donné, c'est un peu redondant. Voilà, c'est pas de l'argent que c'est de l'argent, donc souvent ça coûte cher.
Donc on voit bien un peu ce point d'équilibre qui est recherché. Il faut gouverner l'IA, mais sans créer une machine qui bloque tout, ni chaos, ni bureaucratie. Donc, petite question, qui pilote ? Alors, qui doit piloter l'IA dans l'entreprise, Christelle ? Alors pour moi, c'est vraiment, alors je parle beaucoup des métiers et d'une gouvernance maîtrisée. Clairement, le sponsor et la gouvernance doit être au niveau du COMEX pour pouvoir mener les bons arbitrages et derrière faire les bons choix, définir le cap et l'ambition nécessaires sur l'IA. Bien sûr avec son DSI et avec ses métiers en concert organisés, mais c'est vraiment le COMEX qui a les clés et ça permet de donner une autre dimension. Ainsi, en fait, l'IA n'est plus vue comme un outil, mais comme un levier de performance. Ça permet aussi de ne plus le voir comme de l'expérimentation, mais plutôt comme un moyen, en fait, plutôt avec le sujet, le fameux impact PNL. Et puis, non plus de le voir comme un support, un moyen, mais comme un levier de transformation. Voilà, ça lui donne une autre ampleur et du coup, peut-être plus d'adhésion aussi de tout le monde, même si déjà l'engouement est fort, mais de l'adhésion pour faire de la performance et mieux. Alors, à midi, on était tous sur des tables rondes. Oui. J'ai eu un échange qui était assez amusant, justement. Vous dites placer ça au niveau du COMEX. Ouais. Il y a des fois, les COMEX peuvent être un peu excessifs. On m'a évoqué ce midi un cas qui était pas si atypique que ça. Celui de dire on va décommissionner l'outil d'ITSM et puis on va le recréer. Allez hop, c'est tellement facile. Plutôt que de penser peut-être que l'IA va pouvoir résoudre une partie des tickets. Pour économiser ou pour... Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Ouais. Ouais. Donc où est-ce qu'on place le curseur ? On en parlait juste avant avec Julien, en effet. Il y a des COMEX qui sont déjà très IA-friendly et pour autant, c'est pas ce qui permet d'avoir le coup gagnant à chaque fois. Julien, c'est pas trop parfois ? C'est pas trop... trop Trop. IA-friendly. Ils sont pas très IA-ready, on va dire, pour certains. Ouais. Certains sont IA-compliant. Ouais. Voilà. On peut employer plein de termes. Je dirais que, encore une fois, c'est une technologie qui est arrivée très très vite dans la vie de nos entreprises. On a dépassé le stade, vous savez, là, on a entendu parler du FOMO, si je l'ai pas, je vais mourir parce que tous mes concurrents l'ont. Et là, aujourd'hui, on assiste à un retournement où... et on le verra quand on parlera également du coût, hein, c'est que certains COMEX y voient une voie d'économie, parfois mal placée en masse salariale, ou bien un moyen d'atteindre des objectifs qu'ils ne pouvaient pas atteindre avant. Et je dirais que, encore une fois, le DSI doit être là aussi pour apporter un peu de clairvoyance là-dedans, et des fois un petit peu calmer quand ça part un peu dans tous les sens. Partir dans tous les sens. Arnaud, comment est-ce qu'on fait pour articuler les rôles de DPO, RSSI, DSI, métier, direction générale face à ce sujet ? J'ai pas de baguette magique, mais je crois, moi je rejoins Christelle sur le fait que un pilotage de ce type de sujet par le COMEX, la direction générale, on l'appelle comme on veut, mais une position en tout cas dans l'entreprise qui soit suffisamment transversale, parce qu'on l'a vu, il y a des problématiques qui sont à la fois des problématiques très techniques, on va avoir des problématiques avec des impacts métiers, et on l'a très peu évoqué, mais c'était bien sous-jacent, hein. On a aussi des problématiques de ressources humaines. On a des problématiques de ressources humaines sur est-ce que ces gains de productivité vont détruire de l'emploi à un moment donné ? Oui, non, probablement, ou transformer en tout cas des emplois. Et dans ces transformations d'emplois, on le voit déjà, hein, les développeurs aujourd'hui ne développent plus comme ils développaient hier. Et si on n'accompagne pas cette population-là dans le développement d'un certain nombre de compétences qui vont leur permettre à un moment donné de garder leur employabilité et in fine de pouvoir rester à la maison, dans l'entreprise, à la maison peut-être aussi, mais en tout cas, on y passe du temps aussi, mais en tout cas, si ça vous permet de garder des collaborateurs en développant leurs compétences, parce qu'il est sûr, c'est très important, parce qu'il est sûr qu'aujourd'hui, un développeur auquel on ne promet pas à un moment donné de toucher à l'IA, de travailler avec de l'IA, va se poser des questions sur ses perspectives de carrière. Et donc potentiellement, si
vous êtes très hermétique à l'IA, il ira voir ailleurs, donc vous perdrez là de la compétence, de la connaissance, etc. Donc ces problématiques-là aussi autour des ressources humaines, autour bien évidemment de la privacy, de la protection de l'ensemble des assets de l'entreprise, font que c'est un sujet totalement transversal et qu'il a toute sa légitimité dans un pilotage par la direction générale. Et Christelle l'a bien dit, c'est un sponsoring de la direction générale. À la direction générale de savoir s'associer les bonnes compétences dans l'entreprise et pour essaimer autour de ces pratiques. Donc on voit bien, Julien, que ça commence à échapper des mains de la DSI. Orchestrateur certes, mais comment est-ce qu'on peut éviter aussi que l'IA devienne soit un frein, soit le seul responsable de tout ce qui se passe? Parce qu'au fond, on adore trouver des coupables en France en règle générale. Alors le coupable, s'il y en a un, ça ne sera pas l'IA, ça sera le DSI, je pense, mais c'est généralement le cas. Hein. Ah, le couperet donc là. Le couperet, généralement, c'est comme la sécurité, hein, donc c'est pareil. Hein. Mais je dirais que... alors je rejoins ce qui a été dit. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas que la DSI reste à part de la gouvernance. Il faut qu'elle y mette un peu un pied. Ce n'est pas forcément à elle d'endosser ce rôle-là, mais pour éviter justement de débordement et pour arriver à maîtriser tout ça, il faut que la DSI arrive aussi à impulser des chantiers. Donc aujourd'hui, maintenant, n'importe quel DSI va diligenter un pen test, c'est lui qui va être interrogé, ou le RSSI, parce que j'associe le décideur IT, on va dire derrière, va être interrogé par l'assurance pour savoir comment il va déclarer son assurance cyber. C'est même plus le juridique qui le fait, quoi. Parce qu'en fait, c'est admis. La data, c'est pareil. Maintenant, on va dire, mais elle est où ta data? Tes entrepôts de données sont clean. Il faut que tu donnes accès à la qualité pour qu'ils puissent nettoyer les données. C'est encore une fois le DSI qui est obligé de porter cela, mais il ne porte plus seul. Il le porte avec d'autres partenaires d'entreprise. Je pense que voilà, l'IA, pour éviter que ça parte, comme tu le dis, un peu dans tous les sens, là, c'est nécessairement une collaboration étendue de la DSI avec les autres services. Donc il faut éviter gouvernance trop lente pour les métiers, trop légère pour maîtriser les risques. C'est ça. C'est un jeu d'équilibre. C'est un jeu d'équilibre. Mais en tout cas, la DSI peut... pour avoir déjà piloté des chantiers de gouvernance, en étant extérieur à la DSI, la DSI ne peut pas porter ça seule, et on ne peut pas le faire sans la DSI. Arnaud, ça rappelle un sujet, ça, celui de la data, du RGPD. On a déjà vu des scénarios similaires, mais celui-là, il devient un peu plus, on va dire, accentué. La menace, c'est pas celle d'une sanction de la CNIL, c'est celle d'une sanction qui est plus opérationnelle pour l'ensemble de l'entreprise. Ouais, la menace, c'est une sanction de positionnement sur le marché. C'est-à-dire que si vos concurrents produisent des gains de productivité grâce à l'IA et que vous êtes à la traîne, c'est assez facile de voir que vous allez vous retrouver assez vite dans le fossé. Ouais. Ouais, mais c'est bien la question qu'il va falloir maintenant qu'on se pose. Et c'est cette dernière question qu'on va essayer d'échanger avec la salle. C'est l'entreprise pose donc 3 questions simples. Combien ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte? Et comment on mesure tout ça? Alors Julien, comment est-ce qu'on mesure simplement la valeur de l'IA? Alors, déjà l'IA, on l'a dit, c'est un peu de partout. Donc il n'y a pas une ligne IA, voilà, t'en as pour 10 kilos lundi et puis ça fait 30 € le kilo. Ça ne marche pas du tout comme ça. La problématique de l'IA déjà, c'est qu'il y a des projets, je dirais, proches du collaborateur, les projets d'agents, puis les projets plus globaux qui, eux, nécessitent des POC, et donc c'est dans ceux-là dont on parle. Je dirais que, pour résumer simplement, tout DSI devrait avoir dans son board un indicateur de temps gagné. Alors pourquoi je dis le temps? Parce qu'en fait, finalement, 80% des projets d'IA, finalement, ils ne sont pas si transformants que ça. C'est assez rare. Et souvent, on entend dire ouais, on a économisé des salariés, donc forcément... non, en fait, on a économisé du temps. Et c'est l'unité en fait qu'on doit regarder. Est-ce que j'ai permis d'accélérer un process critique? Est-ce que j'ai permis de réduire, je ne sais pas moi, une tâche qui était très redondante et qui mangeait du temps? Est-ce que ma supply chain elle est plus efficace parce que justement j'ai éliminé des points de douleur? Et donc tout ça en fait au final, je dirais que c'est tellement compliqué déjà de faire un ROI d'un point de vue DSI sur un projet que l'IA, en étant partout, je pense réellement que finalement le temps est la bonne unité, quoi.
Combien j'ai fait économiser d'heures, combien je peux avoir. Et donc là, on sait que un projet déjà quand on va le lancer, il y a une inertie énorme sur ces projets d'IA. Donc il faut être capable aussi de le doser avec les métiers. Le doser. Christelle, est-ce que ce fameux ROI, là, est-ce que c'est à la DSI réellement de le porter C'est conjointement, en fait, c'est un travail conjoint entre le DSI, la DAF, le DG qui en fait doit finalement en fait faire les bons arbitrages, la DAF qui va aussi avoir les ficelles de la bourse et les DSI avec les métiers qui également en fait calculent bien sûr les budgets d'investissement pour les infras, pour toute la partie outillage. Tout ça, ça se fait de concert. C'est pas en fait un seul qui porte la responsabilité de tout le ROI et de calculer l'investissement déjà. Et après le ROI, en effet, je rejoins complètement ce que disait juste à l'instant. Bien sûr, Julien, c'est que on n'est pas en fait simplement sur de l'économie de masse salariale. C'est du temps de travail qu'on gagne. Mais derrière, ça nous permet quoi ? Ça nous permet de travailler mieux, d'envisager des mobilités. Oui, mais le travail mieux, c'est pas forcément que du bonheur. On peut aussi imaginer demain parce qu'on a... Parce que le ROI, la ligne du bas, j'ai fait des études d'expertise comptable, j'ai pas vu une ligne bonheur gagnée. C'est sûr. Mais une RH qui va recruter plus vite, par exemple, aura peut-être plus de temps derrière pour travailler sa marque employeur. Elle va faire des sujets, on va dire, liés à l'attractivité peut-être, en travaillant ce sujet qu'elle n'avait pas le temps de traiter juste avant. Donc elle peut aussi en fait déployer d'autres facettes de son métier qu'elle n'avait pas le temps de faire avant. Donc il y a aussi des sujets intéressants aussi à aller chercher. Alors Arnaud, est-ce qu'il va falloir se comparer ? Parce que j'ai toujours une théorie économique à 2 balles à sortir, c'est celle du jeu à somme nulle. Si tout le monde s'y met, je vois pas le gain. Si personne s'y met, il n'y a pas de gain. Si seulement une partie s'y met, il peut y avoir un gain. Ouais, mais bon, comment est-ce que justement est-ce qu'il faut arriver à se comparer pour estimer cette valeur ? Je pense qu'il est encore un peu tôt. On voit bien la jeunesse du sujet qu'on traite aujourd'hui, malgré son accélération quasi exponentielle. La maturité de chacun d'entre nous sur ces sujets-là, on est quand même encore en phase exploratoire. Donc on construit des ROI, on construit un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de savoir où on en est. Je ne suis pas sûr que la peinture soit encore tout à fait sèche. Et donc pour comparer la peinture d'une pièce à l'autre, je pense il va falloir encore un tout petit peu de temps, il va falloir encore un peu d'aération et faire en sorte que tout ça retombe un tout petit peu et qu'on soit peut-être dans un mode un peu plus serein autour de ces sujets-là. On est encore en phase d'apprentissage. Arnaud, on sent chez vous de la tension avec la conformité, la sécurité ou avec la qualité ? Avec tout. Avec tout. Donc point de tension. Donc la conformité, elle fait partie du coût réel d'un projet IA. Ouais. Donc c'est cette question de mesurer un ROI sans intégrer les contraintes RGPD, AI Act, Data Act ou cybersécurité, est-ce que ça a du sens ? Non, ça, il faut les prendre en compte dès le départ. Et donc, soit ça vous pose pas de problème parce que vous avez totalement intégré ça et que c'est totalement naturel chez vous, et donc auquel cas, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soit vous n'y avez pas du tout pensé, et auquel cas, je pense qu'il faut sérieusement se poser la question de prendre en compte ces contraintes-là, qui sont des contraintes qui, à un moment donné, vous retomberont sur le coin du nez si jamais vous ne les anticipez pas, parce que elles sont dans l'environnement dans lequel se déploie cette technologie-là. Et ce n'est pas uniquement l'IA Act, c'est l'ensemble des contraintes réglementaires dont vous avez parlé. Le RGPD s'applique, le Data Act s'applique, NIS 2 s'applique. Tout ça vient, à un moment donné, donner un cadre au sein duquel on va pouvoir développer cette technologie-là. Julien, question d'actualité. Là, on voit Anthropic en train de se préparer, eux aussi, une introduction en bourse. On commence à voir les règles de modalité du token, cette unité de mesure qui... Alors, certes, il y a de l'énergie, mais il y a du béton, il y a de l'électricité,
il y a des banquiers, hein, il y a donc du dur, de la réalité. Est-ce que ça vous inquiète pas de voir justement que ce coût, cette valeur, parce on essaie de parler d'un ROI possible, et là on est en train de voir que ça nous échappe complètement. La fête est finie depuis à peu près une dizaine de jours, j'ai l'impression. Oui, alors il y a eu des gros changements. Après, ils sont guidés également par des choix qui peuvent être géopolitiques. On le sait, on est en train vraiment aujourd'hui de se rendre compte de la dépendance qu'on a, qui va au-delà encore de ce qu'on pensait. Et du coup, derrière, ça veut dire qu'il y aura des impacts forcément à très court terme sur le coût des technologies et donc des tokens. Mais pour revenir à la question, 2 choses qui me font peur. La première, ça découle aussi de la discussion qu'on avait avec ce qu'a dit Arnaud, c'est qu'en fait, on est en train de, malgré nous, de créer une nouvelle fracture technologique entre les différents niveaux de maturité des entreprises. Et on sait, la France, c'est beaucoup de petites entreprises. Il y a des ETI aussi. Mais pour ceux qui ont déjà commencé à lancer des projets IA, dès que vous avez pris un data scientist qui fait du machine learning, du deep learning, là je suis en train d'en recruter 2, quand on voit un petit peu tout ce qu'il faut mettre derrière, une PME n'a pas accès à ces moyens. Pour autant, si jamais cette entreprise-là arrive sur le marché avec une solution IA, elle va casser le jeu, quoi. Donc ça veut dire que les autres qui n'ont pas pu monter, qui n'ont pas pu passer à l'échelle, ils vont avoir que des miettes. Donc déjà, ça c'est assez compliqué parce que du coup, ça veut dire qu'on n'est plus sur la concurrence d'un métier bien fait, on est la concurrence d'un métier qui fait vite en fait, qui fait plus vite. Et je le vois au niveau des assurances, c'est que bien souvent, les assureurs maintenant traitent le dossier hyper vite. Si vous avez un accident de voiture et que vous faites appel à un expert, c'est très possible qu'en fait, on passe par une application pour repérer 70% des dommages, pour aller plus vite et voir si on vous envoie un expert ou pas. Ouais, détecter même voilà, c'est ça. Le côté fake. Exactement. Ouais. Du coup, là c'est ça. Et le deuxième chose qui est inquiétante, c'est le coût global des projets, qui risque d'exploser et qui va rendre caduque en fait certaines discussions ou décisions qu'on a pu avoir en COMEX, parce qu'en fait, on a mis peut-être 3 mois à prendre la décision, 6 mois à lancer le POC, et entre-temps, en fait, le token, c'est comme le Bitcoin, quoi, il a explosé, et du coup, le projet, il a plus la même valeur. Enfin bon, c'est Bitcoin. On voit bien que l'IA promet de la valeur, hein, donc qu'elle oblige aussi à mieux compter les gains, les risques, les coûts, les dépendances et le temps humain réellement transformé. Je propose maintenant d'ouvrir un petit peu les questions. Alors, on a parlé de gouvernance, de data, de ROI, du rôle du DSI, de conformité et d'impact RH. Qui est-ce qui souhaite réagir ou poser une question dans la salle ? Ah. Oui, et du coup, en début de conversation, il y a eu pas mal d'échanges sur le joyeux bordel que créent les métiers autour de l'IA. C'est joyeux, oui. J'ai bien aimé l'expression. Et en fait, comment est-ce que vous faites pour gouverner ce bordel ? Ou est-ce que vous ne le gérez pas ? C'est ton terme, c'est toi qui réponds. Je vais prendre... alors, je suis aussi consultante, moi aussi, dans ma vraie vie, au-delà de think tank. Et quand on arrive dans un joyeux bordel, en fait, le client attend à ce qu'on puisse, en fait, lui mettre un peu de structure et assainir la situation. Donc, déjà, on commence à échanger au niveau de l'ambition et de recadrer, de restructurer la gouvernance. La gouvernance, c'est la clé numéro 1. Qui permet déjà de réapaiser, de voir en fait si c'est pas parti trop dans tous les sens, s'il y a trop de use case, s'il n'y a pas 36 solutions qui sont impulsées et que le DSI n'y comprend plus, ne maîtrise plus tout ce qu'il a, ce qu'il découvre tous les jours en arrivant au bureau. Donc voilà, on essaie de faire un diag rapide, flash, et surtout de mettre en place la gouvernance. Ça, c'est le début. Et après, on fait une roadmap avec l'ambition rapide, parce qu'on ne peut pas faire une ambition à 3 ans sur de l'IA. C'est très, très joli de le dire, on va faire des schémas directeurs de l'IA comme on pourrait le faire sur l'IT, mais ça va tellement vite que c'est vite obsolète. Donc, il faut vraiment faire une initiale et après itérer. Merci pour tout ça. Moi, je trouve qu'on n'aborde pas bien le sujet, en fait. Je pense que l'IA, c'est une vraie révolution, que ça va tous nous changer. Depuis le début, vous nous dites, on va vers le métier, super. Mais comment, vous pouvez aller vers le métier, comment vous allez vous transformer ? Est-ce que le métier va vous accepter ? Est-ce que le métier de DSI, de RSSI, va pas devenir une commodité, en fait, spécifiquement sur l'infrastructure ? Un firewall, ça va être bien patché. Avec Mythos, on voit maintenant que le patching, ça va être facile. Et que c'est quoi notre métier de demain et en quoi on doit se transformer ?
Ça fait beaucoup de questions. Non, globalement, c'est sur en quoi on doit se transformer. Je vais essayer de répondre à ça. Alors, avec ma sensibilité, je pense que dépendant du niveau de l'entreprise, on va avoir des DSI qui vont finalement devenir des CTO ou des Chief Product and Technical Officer. Ils vont s'occuper également de la partie produit parce qu'en fait, aux côtés du métier, ils vont devoir créer la valeur ajoutée à partir de la technicité qu'ils connaissent. Mais effectivement, c'est très vrai. Si on reste dans le rôle qu'on connaissait, aujourd'hui, on a vu que les technologies peuvent en fait même supplanter nos propres métiers que l'on pensait intouchables parce qu'on était la main mise sur les métiers, on était le chef d'orchestre, l'homme orchestre parfois. Et dans d'autres structures, je pense que le DSI peut s'émanciper parce qu'en fait finalement ça va être un directeur numérique, il y a directeur du digital où en fait il va dominer un petit peu les questions de gouvernance et peut-être effectivement être cet fameux arbitre qui va arriver avec une décision en disant écoutez, autour de la table il faut solliciter le DPO, cette partie-là de l'entreprise parce qu'en fait il a la connaissance intrinsèque de qu'est-ce qu'impacte cette technologie. Le rôle va effectivement changer. On va passer quand même une étape sur ce métier, je pense. Ouais, et on ne l'a pas abordé parce que c'est volontaire. C'est vrai qu'il y a un rôle RH hyper important. Je rappelle qu'il y a une chance extraordinaire en France, c'est que le droit est relativement bien fait, mais il va bien falloir l'adapter. D'ailleurs, qu'est-ce que ça, Christelle, qu'est-ce que ça suggère de dire directement que l'ensemble des contrats de travail peuvent être amenés à être revisités dans les quelques années qui viennent ou quelques mois? Alors, en ce moment, j'interviens beaucoup sur qu'est-ce que va générer comme impact l'IA dans l'organisation. Et donc, je fais des concerts avec les RH très régulièrement pour revoir les fameuses fiches de poste de toute l'organisation. Voir les métiers, alors on va pas dire qu'ils sont supprimés parce qu'il faut arrêter avec ça, c'est pas tout de suite comme ça que ça, c'est progressivement, mais il faut l'anticiper, et pour l'anticiper il faut voir l'impact en fait de tout ce qui est en train de se mettre en place et qui arrive sur les métiers divers et variés, et de là en fait on peut dessiner des trajectoires, des upskilling de collaborateurs et des nouvelles organisations, mais ça se fait de concert avec les RH et ce sont eux qui vont accompagner aussi le changement avec l'ensemble de tous les métiers qui sont impactés en premier. Ça se fait vraiment de façon collégiale et quand on parlait du DSI là, qui pouvait s'inquiéter, clairement il a le droit et il est en mesure de s'inquiéter, mais il est tout à fait légitime de le faire monter au COMEX encore plus parce que derrière il a une voix à porter pour aussi donner de l'assurance sur les risques encourus, aussi éclairer le DG si besoin sur les risques qu'il encourt et lui rappeler en fait que c'est aussi un sujet qui comprend de la techno. Et c'est un sujet à tiroir. On pourrait très bien prendre quelqu'un dans la salle comme monsieur Alain Issarni qui est ici dans le coin, ex-DSI de la DGFIP, de l'ACTAM, et qui pourrait nous parler des dépendances numériques nouvelles que cela crée. Alors on va terminer ici, on va conclure un peu cet échange. J'ai juste envie de soyons fous. Arnaud, dans 6 mois, vous voyez la chose comment? Oui, je suis une dinguerie là. J'essaie de faire une vision à 6 mois. C'est déjà fait. Et en fait, je pense que j'allume très vite mes phares anti-brouillard parce qu'il faut être clair, la vision à 6 mois, elle est encore très floue. Et je suis pas sûr qu'on soit capable, là, aujourd'hui, de dessiner une perspective sûre à 6 mois sur cette thématique-là. Christelle, pareil En effet, ça va vite, mais moi, ce que je recommande à tous les DSI, c'est de négocier déjà votre place au COMEX. Si c'est pas le cas, ouais. Je vous le redis, parce que vous êtes totalement légitime et c'est important. Vous pouvez en profiter pour augmenter votre... quand je dis augmenter, pas votre salaire, mais augmenter votre direction et l'upgrader sur la partie IA si besoin, parce que c'est aussi un moyen aussi de faire progresser l'entreprise dans laquelle vous êtes et de la transformer avec vous. Donc n'hésitez pas à aller vers cela. Et en effet, je rejoins Arnaud. À 6 mois, même demain, on ne sait pas ce qui se passe. Donc 6 mois, c'est le grand max si on peut écrire une belle... Bon, Julien, à la rentrée reconsidérer en fait, je pense, les profils qu'on avait décidé d'acquérir. Être capable également de s'équiper très vite de ces profils qui vont vite être, tout comme les
les spécialistes en cybersécurité, on avait des manques. Là, ça va être pareil bientôt sur certaines parties, puisque si on veut vraiment, à un moment donné, être autonome, être un peu plus souverain, ça veut dire qu'il faut un peu plus maîtriser les technologies. Ça veut dire que du coup, on ne peut pas faire confiance forcément à ce qu'on va déballer dans la boîte. Donc ça veut dire que la DSI va devoir s'équiper de ça. Et je dirais aussi que la DSI va devoir un peu plus s'ouvrir, parce que vu que c'est des sujets qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, transverses, on ne peut pas rester dans son coin. Donc une DSI qui était fermée avant, aujourd'hui elle va être en danger. Donc elle a l'intérêt de vite, pour la rentrée, s'ouvrir. Après, je reste quand même un peu plus prudent quand même sur l'IA. C'est qu'on voit que ça commence à coûter cher. Et quand on voit le climat économique, en fait, il y a plein d'entreprises. Beaucoup en parlent et peu peuvent investir. Donc du coup, c'est possible aussi que, comme je disais, ça va être à 2 vitesses. Il se peut aussi qu'il y ait un petit ralentissement en fin d'année, parce que voilà, on s'aperçoit que c'est pas donné, quoi. C'est pas gratuit. Donc un retour sur Terre. Et j'ajouterais également que je pense que dans toutes les organisations, ça va être important d'avoir en fait un recrutement des futurs profils où vous ne réfléchissez presque plus en fait dans la fonction, que ce soit pour être DAF comme directeur d'usine. Il faut que la personne soit IA, prof-IA en fait. Pas forcément celle qui va développer un agent, mais à moins qu'elle ait cette sensibilité-là. Garder en fait cette target, parce que ça peut toujours servir. Eh ben, écoutez, je vous remercie à tous les trois. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci. Et puis restons optimistes, et parce que par les temps qui courent, il n'y a rien de tel qu'un peu de bonheur.